Merci. Merci d'être aujourd'hui ici si nombreuses et si nombreux. On nous avait dit, c'est la Coupe du Monde, il n'y aura personne. Eh bien non, vous êtes des milliers ici. Et comme j'ai pu en témoigner, vous êtes enthousiastes, joyeux, prêts au combat, prêts à la lutte. Merci. Merci vraiment. Vous me donnez de la force. Chers amis, pourquoi faisons-nous de la politique? Pour servir la France, pour servir les Françaises et les Français. Et les Françaises et les Français, cette semaine, ils étaient par dizaines de milliers, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes, qui se sont rassemblées à Florence et partout ailleurs dans le pays pour soutenir la famille de Liana, pour partager leur douleur et pour exprimer aussi leur colère. Une colère juste, car la mort de Liana est la conséquence d'une faillite collective, celle de notre système judiciaire et sécuritaire, celle des ministres successifs qui n'ont pas agi, celle d'une société malade. Avant Liana, il y eut Maëlys, Philippine, Laetitia et tant d'autres. Les violences sexuelles contre les enfants et les femmes ne sont pas des faits divers, ce sont des faits politiques, des faits de société que le gouvernement n'a jamais affrontés comme il l'aurait dû. Oui, nous vivons encore dans un monde où les femmes ont peur et où tant d'enfances sont brisées par des prédateurs qu'on aurait pu mettre hors d'état de nuire. Oui, nous vivons dans le 3e pays au monde qui télécharge le plus de vidéos pédopornographiques. C'est un mal profond que nos dirigeants successifs n'ont pas assez pris au sérieux. Cette colère qui agite le pays, c'est celle des parents, des associations, des militantes comme des parlementaires féministes qui depuis des années documentent et dénoncent l'absence de priorité nationale, la misère des moyens, la maltraitance institutionnelle. J'entends depuis une semaine les politiques commenter les uns après les autres et avancer chacun leur solution. Mais il y en a une de solution qui est sur la table depuis 6 mois. Faire adopter à l'Assemblée nationale la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Cette loi qu'ont déposée parlementaires il y a déjà 6 mois. 6 mois. Alors il faut le faire tout de suite, sans délai. La nouvelle frontière de notre République, c'est le démantèlement du patriarcat, la protection des enfants, la lutte sans faille contre les violences sexistes et sexuelles. Les socialistes espagnols l'ont fait. Eh bien nous le ferons en France.
Chers amis, nous vivrons en 2027 un de ces moments de bascule qui déterminent l'avenir des peuples. Et le prochain président de la République aura une mission sacrée, redonner à la France sa souveraineté et sa liberté. Il devra préparer le pays à la menace d'une guerre sur le sol de l'Union européenne. Et il devra dénouer les trois laisses énergétiques, industrielles et technologiques qui enserrent aujourd'hui le cou des Français et asservissent la France. La guerre d'abord. La guerre d'abord. Je sais que beaucoup préfèrent ne pas y penser et que la plupart des candidats feront campagne comme si la menace n'existait pas. Je sais aussi qu'on me demande souvent de moins parler d'Ukraine, de moins parler de Poutine, de moins parler de guerre. Mais je sais surtout quels sont les enjeux pour la France et pour l'Europe. Alors je continuerai à en parler sans relâche. Car quand je parle d'Ukraine, je parle de France, je parle de notre sécurité, je parle de la possibilité pour les Françaises et les Français de vivre en paix, de vivre libre. Alors plutôt que les communicants politiques, moi je préfère prendre au sérieux nos services de renseignement, les services de renseignement européens qui tous, sans exception, alertent sur le risque d'une confrontation militaire directe avant 2029. Je préfère prendre au sérieux notre chef d'état-major lorsqu'il nous exhorte à nous préparer moralement, matériellement, mentalement à cette confrontation. Ce sont ces mots. Qu'une classe politique de somnambules a violemment attaqué parce qu'elle refuse de les entendre. Nous les entendons. J'alerte quasiment seul, depuis 20 ans, sur la menace qui grandit à nos portes. Quand j'expliquais à nos dirigeants ou aux commentateurs que Poutine allait envahir l'Ukraine avant 2022, ils souriaient quand ils ne riaient pas. Mais moi, j'ai vu l'armée de Poutine sur le terrain. J'ai lu, j'ai écouté les dirigeants russes. J'ai créé et j'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences. J'ai disséqué la guerre hybride menée contre nos nations, enquêté sur les sabotages, les stratégies de déstabilisation, les 5e colonnes qui opèrent dans tous nos pays, et en particulier en France, à CNews. Je sais que l'Ukraine n'est qu'une étape et que nous sommes, nous, les véritables cibles. Je sais aussi, et je tiens à vous le dire, je sais aussi que l'élection de 2027 ne se déroulera pas sans ingérence brutale. Des campagnes d'une violence inédite viseront à discréditer les candidats pro-européens et à favoriser les forces pro-russes, au premier rang desquelles l'extrême droite. Poutine peut obtenir politiquement, chez nous, en France, ce que la résistance ukrainienne lui refuse militairement en Ukraine. Il peut obtenir la bascule de l'Europe en faisant basculer la France. Alors il ne reculera devant rien. Ce sera sale. Il y aura des fake news partout. Cette élection ne ressemblera à aucune autre. Mais j'ai, moi, une confiance inébranlable dans les Français, dans leur intelligence, dans leur patriotisme. Ils ne céderont pas. Ils ne céderont pas. Ils ne céderont ni à Poutine, ni à Trump, ni à personne.
céderont pas. Et fidèles à notre histoire, ils feront de la France, enfin, ce qu'elle aurait toujours dû être, la locomotive de la puissance européenne souveraine et indépendante. C'est le destin de notre nation, c'est notre destin, et nous allons l'accomplir ensemble. Chers amis, les Français ne sont pas aujourd'hui réellement libres. Ils ne sont pas réellement libres parce qu'ils ne sont pas réellement souverains. Et ce n'est pas l'Union européenne le problème, contrairement à ce que disent chez nous les valets de Trump et de Poutine. Non, l'Union européenne fait partie de la solution. Le problème est différent. Le problème, ce sont nos addictions. Ces addictions qui nous tiennent en laisse. Nous sommes tellement drogués aux énergies fossiles, aux produits industriels chinois, aux technologies américaines, que nous ne sommes plus maîtres aujourd'hui de notre destin. Alors nous couperons au scalpel ces laisses qui nous enserrent le cou. Nous nous attaquerons d'abord à notre addiction au gaz et au pétrole. Elle rend les Français, tous les Français, dépendants des guerres folles de Trump ou de Netanyahou quand ils vont faire leur plein. Depuis 4 mois, les Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler payent chaque jour le prix de décisions délirantes de dirigeants étrangers sur lesquels nous n'avons aucune prise. Mais ils payent aussi, dans le même mouvement, l'inaction écologique de leurs gouvernements successifs. Alors nous serons-nous de la libération écologique de la France et des Français, notre priorité politique, économique, sociale, absolue. Ne pensez pas que le choc pétrolier que nous vivons n'est qu'un accident éphémère. En 2021-2022 déjà, le chantage gazier de Poutine, puis l'invasion de l'Ukraine ont précipité une inflation record. Et les gouvernements d'Emmanuel Macron ont alors dépensé 72 milliards d'euros en subventions aux énergies fossiles. 72 milliards pour renforcer notre dépendance au gaz et au pétrole. Mais ils n'ont pas trouvé par contre 10 milliards, ne serait-ce que 10 milliards pour nous en libérer. Alors nous le ferons. Nous permettrons à plus d'1 million de Français qui touchent moins de 2 000 € par mois et qui doivent rouler plus de 30 km avec leur voiture. Nous permettrons à ces Français d'avoir accès à une voiture électrique contre un loyer de 100 € par mois. Alors ils rouleront dans des voitures produites à Douai, à Dunkerque, à Cléon, avec de l'électricité décarbonée, produite en France. Pour réussir cette révolution énergétique, nous avons besoin d'un État qui prévoit, d'un État qui planifie, d'un État qui organise la sobriété et l'efficacité énergétique. Car oui, chaque économie d'énergie est un pas de plus vers la liberté de la France et des Français. Les tergiversations sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les investissements dans le rail ou dans la filière du recyclage, c'est fini. Alors il m'arrive de lire la presse, voire même d'aller sur les réseaux. Mais quand on m'accuse d'être le nouveau Macron,
Et vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi je n'ai jamais cédé à leurs avances, à leurs appels du pied, à leurs offres? Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Mais la première d'entre elles, elle est simple. J'ai toujours su qu'Emmanuel Macron n'avait rien compris à l'écologie. J'ai toujours su qu'il n'allait rien faire d'autre que des discours creux, avec des mesurettes ou des coups de com', et qu'on allait perdre 10 années cruciales et précieuses. Eh bien, nous avons perdu ces 10 années, mais nous n'en perdrons pas une de plus. Imaginez seulement s'il avait lancé un grand plan d'électrification il y a 10 ans, s'il avait généralisé le leasing social, alors nos travailleurs rouleraient en R5 électrique et ils ne paieraient pas le prix des guerres de Poutine et de Trump au moment où on se parle. Eh bien moi, ce sera ma priorité, ce sera notre priorité absolue. Pour le climat, oui, mais aussi pour notre liberté, pour l'indépendance de la France et pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Nous ferons de la République française une République écologique, c'est-à-dire une République libre. La deuxième laisse qui nous enserre le cou et que nous devrons dénouer, c'est notre dépendance industrielle à la Chine. Dans les années 1980 et 1990, les élites françaises ont fait le choix d'un pays sans usine. Contrairement à l'Allemagne ou à l'Italie, la France n'a rien fait pour protéger ses productions, même les plus stratégiques. Le résultat, c'est une perte monumentale de souveraineté, des travailleurs sacrifiés, des territoires abandonnés et un déficit commercial qui explose. Vous voulez l'origine de cette dette française qui aujourd'hui nous obsède tant? Eh bien, penchez-vous sur la désindustrialisation. Nous avions un État stratège jadis. Il s'est transformé en État Sofinco, qui pallie à la perte de revenus des Français en subventionnant la consommation de produits étrangers, et chinois en particulier. Et plus nous consommons sans produire, plus nous sommes dépendants et endettés. Et le cercle vicieux n'est pas fini. Malgré les déclarations solennelles, la main sur le cœur de notre président, Vancorex à Pont-de-Clair, près de Grenoble, ou Sistovi à Carquefou, près de Nantes, ces deux noms racontent exactement la même histoire. Une histoire que j'ai suivie sur place, avec les travailleurs, avec les patrons, l'histoire d'une nation qui laisse mourir ou partir ses industries stratégiques, l'histoire de l'indolence française et de la stratégie chinoise de domination géopolitique. Tout cela n'a rien à voir avec les pures logiques de marché dont on parle. Tout cela relève d'une décision politique du Parti communiste chinois, la décision de ratiboiser nos productions stratégiques, secteur après secteur. Et si nous ne réagissons pas, l'acier européen ou notre industrie automobile suivront le chemin de l'industrie photovoltaïque. Nous proclamerons donc l'état d'urgence industrielle pour tous les secteurs menacés par la Chine. Nous mettrons en place des défenses commerciales spécifiques. Nous imposerons une loi achetée européen qui réservera les marchés publics aux productions européennes. Nous mettrons fin à cette religion absurde du libre-échange généralisé, à laquelle plus personne ne croit ailleurs qu'en Europe. Et nous protégerons enfin
nous aurons enfin le courage de protéger nos productions et nos producteurs. Et nous le ferons, nous, pas l'extrême droite. Pas l'extrême droite. Si vous en doutez, si vous doutez de ce que je vous dis, souvenez-vous de leur vote à l'Assemblée nationale. Et les députés présents pourront témoigner. Merci d'être là. Souvenez-vous de leur vote à l'Assemblée nationale sur la taxe sur Shein et les petits colis chinois qui écrasent la production française, détruisent l'industrie de la mode française, font fermer les petits commerces français, des centres-bourgs français et condamnent à mort nos centres-villes. Elle a voté quoi, Marine Le Pen? Elle a voté quoi? Elle a voté contre. Elle a voté contre la protection de nos producteurs. Elle a voté contre la protection de nos commerces. Elle a voté pour le Parti communiste chinois. Ce n'est pas une surprise. Jordan Bardella passe son temps à voter pour Poutine au Parlement européen. Les deux font la paire. Ils votent toujours contre tout ce qui permet de protéger nos productions, contre tout ce qui permet de protéger nos industries, contre tout ce qui permet de protéger notre sécurité. Nous sommes, nous, les défenseurs de la production et de la souveraineté française, pas le Rassemblement national. La troisième laisse que nous devrons dénouer, c'est sans doute le plus grand défi du XXIe siècle. C'est notre dépendance technologique et numérique. Si le pétrole est une sorte d'héroïne, Chine une forme de crack, les grandes plateformes numériques américaines et chinoises sont du fentanyl. Et nous ne laisserons pas la France devenir une colonie de la Silicon Valley et du Parti communiste chinois. Nous engagerons une lutte féroce, la plus grande lutte politique, sociale, économique, culturelle du XXIe siècle, contre cette nouvelle oligarchie mondiale qui concentre dans les mains de quelques-uns des fortunes et des pouvoirs inédit dans l'histoire humaine. Notre ennemi a un visage et il a un nom. Il en a même plusieurs. Il s'appelle Elon Musk. Sam Altman, Zhang Yiming. Il fait de nos vies, de nos données personnelles, de nos colères, de nos angoisses, de nos rêves, de nos désirs, de nos expériences les plus intimes et de nos engagements les plus publics. Il fait de nos vies la matière première de son expansion sans limite. Comprenez bien, ces algorithmes asservissent notre conscience et elles ébranlent nos démocraties. Ils bousillent le cerveau de nos enfants et nos dirigeants laissent faire. Nos dirigeants laissent faire. Quand TikTok vole une élection présidentielle en Europe, en Roumanie, nos dirigeants regardent leurs chaussures. Nous ne regardons pas nos chaussures. Nous agirons. Nous bannirons TikTok si TikTok n'obéit pas aux règles européennes. Nous ne prendrons pas de selfie avec Elon Musk et nous ne sacrifierons pas le seul commissaire européen qui a eu le courage de s'opposer à Musk, Thierry Breton, comme Emmanuel Macron l'a fait, avec une légèreté confondante. Nous ne ferons pas campagne, comme l'a fait Jordan Bardella, avec cette fois-ci une servilité remarquable. Nous ne ferons pas campagne pour Elon Musk. Est-ce que vous savez ce qu'a fait Jordan Bardella avec ses alliés de l'extrême droite? Eh bien, il a fait campagne, il a lutté, il a travaillé pour que Elon Musk obtienne le prix Sakharov,
C'est quoi le prix Sakharov? C'est la plus haute distinction européenne qui récompense les dissidents, les combattants de la liberté, les combattants de la dignité humaine. Et Jordan Bardella, lui, quand il pense dignité humaine, il voit les milliardaires américains. Jordan Bardella a fait campagne pour donner le prix Sakharov à Elon Musk. Un homme qui s'essuie en permanence les pieds sur notre souveraineté et sur notre démocratie. Alors écoutez-moi, derrière les soucis, derrière les sourires de façade, derrière les vidéos de Dragibus sur TikTok, ces gens sont dangereux. Et ils vendront, n'ayez aucun doute, ils vendront la France à Trump et Poutine. Nous, face à cette oligarchie mondiale, nous résisterons, nous nous attaquerons au cœur du business model de ces plateformes en interdisant la publicité ciblée. Nous ne laisserons pas cette nouvelle oligarchie prendre possession de nos vies et soumettre nos nations. Mes amis, voilà le grand combat anticapitaliste de notre époque. Voilà le combat central de la gauche française et européenne. Voilà le combat existentiel que nous allons mener et que nous allons gagner ensemble. Notre obsession sera de bâtir la souveraineté technologique et numérique de la France et des Français, de l'Europe et des Européens. Et ce qui est vrai pour les plateformes, est encore plus pour l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas rater le coche de l'IA, sous peine de disparaître. L'Empire ottoman a entamé son déclin en refusant d'embrasser l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Rejeter la révolution du livre a condamné une civilisation autrefois triomphante à être dépecée comme une charogne. Eh bien, nous ne serons pas l'Empire ottoman du XXIe siècle. Nous planifierons des investissements massifs, publics et privés, pour une IA souveraine, dont l'intégration dans la vie sociale et économique sera pilotée, encadrée, gérée avec la puissance publique. C'est le destin. C'est le destin de notre pays, d'être à l'avant-garde du combat pour la liberté. Et il n'y a pas de combat pour la liberté aussi important aujourd'hui que celui de l'émancipation vis-à-vis de cette oligarchie technologique mondiale. Alors nous n'aurons pas besoin de récupérer la statue en physique. Nous récupérerons juste le flambeau de la liberté que les Américains ont délaissé. Et oui, nous rendrons sa souveraineté énergétique, industrielle et technologique à la France et à l'Europe. Chers amis, il est inconcevable, vu les menaces qui pèsent sur l'indépendance de notre pays, que les valets de Trump et de Poutine remportent l'élection de 2027. Ce serait la fin des libertés françaises et européennes. Mais nous ne l'aurons pas. Ne nous l'aurons pas. Appeler au barrage ou au front républicain ne suffira pas. Il nous faudra bien plus que cela. Il nous faudra réveiller une envie puissante dans le peuple français, une envie de justice, une envie de liberté, une envie de solidarité, une envie de France en grand. Alors oui, nous allons célébrer la fierté française, la nourrir, la chanter. Nous allons reprendre la flamme nationale du parti qui l'usurpe depuis des décennies. Et nous reprendrons le drapeau tricolore, le merveilleux drapeau tricolore, celui de la révolution, celui de la résistance. Nous le reprendrons des mains des héritiers de Barès et de Maurras, des héritiers de la restauration et de la collaboration.
Je n'ai jamais compris la gêne de certains à gauche devant le patriotisme français. Mes ancêtres biologiques ramassaient des chiffons usagés, quelque part en Bucovine ou en Galicie, je ne sais pas. Mais j'ai grandi, moi, en pensant que je descendais en ligne directe de Danton et de Camille Desmoulins, de Lame de Gouges et de Charlotte Corday, de Voltaire et de Descartes, de Fantine et de Gavroche. J'ai été élevé dans l'amour de cette nation qui a aboli les privilèges un 4 août et qui a proclamé que tous les hommes, tous, naissaient libres et égaux en droit un 26 août. J'ai été nourri au mot de Romain Gary que je veux partager avec vous. Essayez donc d'écouter, enfants, dans les forêts lituaniennes, les légendes françaises. Écoutez, le soir, au coin du feu, alors que la neige dehors fait le silence autour de vous. Écoutez la France qui vous est comptée. Annoncez à vos soldats de plomb que du haut de ces pyramides, 40 siècles les contemplent. Coiffez-vous d'un bicorne en papier et prenez la Bastille. Donnez la liberté au monde. La France est à mes yeux une promesse de l'aube, une promesse vibrante et universelle que chaque génération de Français doit cultiver, poursuivre, écrire. Et j'assumerai, moi, la bataille du patriotisme français jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous retrouverons les mots de Jaurès dans l'armée nouvelle et nous couvrirons pour toujours ceux de Maurras. Nous montrerons que ces faux patriotes ne comprennent rien à ce qui fait la grandeur de notre nation et qu'ils n'ont de cesse, qu'ils n'ont jamais eu que ça à faire au cours de l'histoire, de la rabougrir et de la rabaisser. Alors nous serons le camp du patriotisme dans cette élection, du vrai patriotisme, du patriotisme qui libère et qui grandit, pas de la xénophobie qui enferme et qui rabaisse. Chers amis, nous porterons la voix de cette France éprise de liberté, d'égalité, de fraternité, la voix de la République renouant avec elle-même. La République, à nos yeux, c'est d'abord une chose, c'est l'école publique qui l'a construite. Et moi, je ne me résoudrai jamais à ce que l'école française soit devenue celle qui reproduit le plus les inégalités sociales en Europe, à ce qu'un enseignant français en primaire gagne moins que ses collègues slovènes et portugais. Je ne me résoudrai jamais à ce que la France dégringole dans les classements ou à ce que nous ayons le taux d'encadrement par élève en maternelle le plus faible de l'OCDE. Je ne me résoudrai jamais à ce que 30% de nos écoles soient délabrées. Je ne me résoudrai jamais à ces enseignantes et ces enseignants qui partout dans le pays, me parlent de leur sentiment d'être abandonnés par les pouvoirs publics. Comme je ne me résoudrai jamais à ce que la République organise elle-même une concurrence déloyale contre sa propre école en subventionnant massivement le privé sans lui imposer la moindre conditionnalité sociale. Sauver l'école publique sera ma priorité, notre priorité. Au-delà de l'école, nous renforcerons tout ce qui permet de former des citoyens et de faire peuple ensemble. Notre gauche renouera avec une politique culturelle ambitieuse, protégera la liberté de création, défendra le service public de l'audiovisuel et luttera contre l'hyperconcentration des médias dans les mains de quelques milliardaires.
Elle instaurera un service civique obligatoire et universel pour que les jeunes Français se croisent à nouveau et apprennent à servir le bien commun. Elle relancera même les colonies de vacances laissées en déshérence pour que nos enfants découvrent la vie collective et se rencontrent à nouveau. Elle sera, notre gauche, le débouché politique de tous ces artisans du lien social qui œuvrent quotidiennement partout dans le pays pour briser les murs qui nous séparent et qui défigurent la France. Il n'y a plus de République, il n'y a plus de République quand les Français ne se connaissent plus, quand ils ne se parlent plus, quand ils ne s'écoutent plus, quand chacun vit dans sa solitude, quand les communautés se toisent et s'invectivent, quand les quartiers s'ignorent et se craignent, il n'y a plus de République. Les jeunes de la cité de la Liste, à Marseille, ont le sentiment que les habitants des maisons cossues à quelques kilomètres de là refusent de les considérer comme des Français. Et les habitants de ces maisons cossues sont convaincus, eux, que ces jeunes de la cité de la Liste ne veulent pas être Français. Ils veulent, ils sont Français. Et notre rôle, c'est de casser ces murs invisibles qui fragmentent le pays. C'est de montrer que nous sommes toutes et tous Français et que nous sommes toutes et tous, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, notre condition sociale, que nous sommes toutes et tous fiers d'être Français, fiers d'être républicains. Et notre gauche, c'est celle des bâtisseurs, celle qui bâtit les ponts et qui relancera la grande fabrique française. Être de gauche, c'est savoir qu'une nation se construit, qu'elle se produit, que ce n'est pas une donnée naturelle ou un fait biologique, qu'il n'y a jamais aucune fatalité à aucun déclin, et que tout, littéralement tout, dépend toujours de la volonté des peuples. Alors nous, notre mission prioritaire sera de donner un stylo à chaque Français pour qu'il puisse écrire, en particulier à chaque jeune Français, pour qu'il puisse écrire l'histoire commune de notre pays. C'est redonner confiance à notre pays dans sa jeunesse. C'est réveiller en nous le goût du progrès et de l'avenir. Car la République, c'est la confiance. C'est la confiance dans l'avenir. C'est la confiance dans le progrès. C'est la confiance dans la raison. C'est la confiance dans la science. La nation de Pasteur et de Marie Curie ne peut pas devenir un pays d'influenceurs anti-vax ou de complotistes. Nous serons notre gauche sera toujours du côté de la science. Nous ne céderons jamais à la tentation démagogique de la remise en cause des scientifiques. Et si le Rassemblement national, ou d'autres d'ailleurs, avait été au pouvoir pendant la crise Covid, que serait-il passé? Nous aurions été chutés au vaccin Sputnik et à l'hydroxychloroquine. Voilà ce qui serait passé. Alors nous ne pouvons pas confier la nation de Pasteur et de Marie Curie à ces gens-là. Nous ferons, nous, de la France, le refuge de la science libre. Nous rattraperons en 5 ans, c'est mon engagement solennel, nous rattraperons en 5 ans notre déficit d'investissement dans la recherche. Nous réveillerons la foi dans le progrès qui nous a si longtemps habités. Dans le progrès scientifique et dans le progrès social. Car notre République,
Notre République, c'est une nuit du 4 août, sans cesse répétée. La République disparaît lorsque les inégalités s'ossifient en privilèges. Or, c'est précisément ce qui est en train d'arriver en France. Et c'est ce contre quoi nous devons lutter sans relâche. Pendant 80 longues années, les démocraties occidentales ont connu stabilité et progrès grâce à une promesse faite à leur classe populaire et moyenne, la promesse d'améliorer leurs conditions de vie par le travail. Aujourd'hui, cette promesse n'est plus tenue. Vous voulez comprendre d'où vient l'essor du populisme dans toutes les démocraties occidentales? Vous voulez contrer réellement le Rassemblement national? Eh bien, occupez-vous des travailleuses et des travailleurs. De ces millions de travailleurs pauvres qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Regardez une carte électorale et voyez comment les jeunes actifs, lorsqu'ils ont un salaire en dessous de 2 000 € par mois, voyez ce qu'ils votent. Et force est de reconnaître qu'ils ne votent pas majoritairement à gauche. Ils votent pour le Rassemblement national en majorité. Et pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment justifié d'être aujourd'hui les victimes du contrat social que les gouvernements de gauche comme de droite ont laissé dériver vers la rente et l'héritage. Renouer avec la promesse trahie des démocraties, et alors le populisme baissera. Car le retour des privilèges génère logiquement, toujours, les convulsions révolutionnaires, l'envie de tout envoyer paître. Il y a 50 ans, le patrimoine d'un Français à la fin de sa vie était constitué pour les 2/3 du produit de son travail et pour 1/3 seulement du produit de son héritage. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse. L'héritage compte pour 2/3 et le travail pour 1/3. Et on vient ensuite nous bassiner sur la méritocratie et la valeur travail. Mais la méritocratie n'existe pas quand l'héritage domine. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître. Rien de plus. Cette célèbre tirade de Figaro est à nouveau d'actualité. Nous sommes progressivement redevenus une société d'héritiers et de rentiers. Notre mission sera de rebâtir une république de travailleurs. Alors nous ferons de l'amélioration des conditions de travail et de la hausse des salaires un thème central de 2027. Et nous imposerons au cœur des débats la taxation des super successions et des plus hauts patrimoines. J'évoquerai le logique d'Emmanuel Macron, mais il y a une autre raison pour laquelle je n'ai pas voulu des portefeuilles, des ministères, des voitures à chauffeurs, etc., que d'autres ont accepté avec plaisir. C'est que leur ruissellement, moi, je n'y ai jamais cru et je n'y croirai jamais. Je crois au partage et pas à la magie. Je savais depuis le début qu'avec lui, les riches seraient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Eh bien, ça s'est passé exactement ainsi. Pierre Mendès France. Ah, lui, ouais. Vous savez, alors je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas grave. Je cite souvent Pierre Mendès France comme un modèle. Et une fois que Pierre Mendès
Il n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas trouver un autre modèle? J'ai dit, mais justement, il va falloir montrer que la sincérité, l'intégrité, la vérité en politique peuvent prendre le pouvoir et peuvent y rester et peuvent changer la vie des Françaises et des Français. Il va falloir montrer qu'on n'est pas obligé de mentir pour réussir en politique, qu'on n'est pas obligé de se trahir, qu'on peut rester digne, qu'on peut être sincère. Je sais que c'est compliqué à croire, je sais que c'est compliqué à entendre, mais les coups de billard à 12 bandes ne marchent plus. Dans une période de crise, ce qui compte, c'est de dire ce qu'on pense être la vérité et de s'y tenir. Eh bien, je m'y tiendrai. Et maintenant, regardez ce que déclarait Mendès France. Écoutez. La République doit se construire sans cesse, car nous la concevons éternellement révolutionnaire, à l'encontre de l'inégalité, de l'oppression, de la misère, de la routine, des préjugés, éternellement inachevés, tant qu'il reste des progrès à accomplir. Mendès France était tout sauf un populiste, sauf un démagogue. Ce fut sans doute, je l'ai dit, le dirigeant politique le plus intègre, le plus rigoureux, le plus attaché à la vérité. Il ne désespère rien de plus que les promesses vaines et les slogans creux. Mais il savait que la radicalité des injustices exigeait la radicalité de l'action publique. Et je le pense aussi. Je pense que la social-démocratie n'est pas la mollesse ou l'accompagnement. Et nous ne serons pas, nous, les gardiens d'un statu quo qui n'est ni tenable ni juste. Nous proposerons un autre chemin, une autre voie que celle empruntée depuis 10 ans. Nous proposerons la refondation démocratique et républicaine de la grande et belle nation française. Chers amis, comme à chaque fois, on veut nous raconter l'histoire de l'élection avant qu'elle n'ait lieu. 1. La victoire de l'extrême droite serait inéluctable. 2. La gauche démocratique n'arrivera pas à s'unir et aurait déjà, paraît-il, renoncé à 2027. 3. Pour faire barrage, il n'y aurait donc pas d'autre solution que de continuer avec les mêmes. Tout est faux dans ces affirmations. Tout. Le RN n'a pas encore triomphé. Les Français ne choisiront pas 5 années de plus de macronisme et nous allons nous rassembler pour gagner en 2027. C'est ça le but. Notre gauche sera à la hauteur de l'histoire. Elle se réunira par-delà les doutes, par-delà les différences et elle gagnera en 2027. J'y consacrerai tout mon temps, toute mon énergie, car notre responsabilité, adieu esprit de défaite, adieu le coup d'après. Car notre responsabilité est immense. Les Françaises et les Français n'éliront pas l'un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal et Édouard Philippe font aujourd'hui... Non. Gabriel Attal et Édouard Philippe font aujourd'hui semblant de ne pas connaître le président qui les a fait. Ils peuvent se comporter pendant longtemps comme ces ministres de Louis XVI qui soudainement deviendraient des sans-culottes fanatiques en 1789. Ils peuvent promettre de tout changer, tout changer, quand ils ont eu toutes les manettes pendant 10 ans. Ça ne marchera pas. Les Français ne veulent pas de la continuation des mêmes politiques avec les mêmes ministres, les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes coups de com', la même danse permanente autour du vide. Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus
de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. C'est donc à notre gauche, celle qui rassemble au lieu de brutaliser, celle qui répare au lieu de casser. C'est donc à notre gauche de proposer une alternative crédible pour empêcher Bardella et Le Pen de prendre le pouvoir. Et mes amis, je suis fier d'appartenir à cette gauche démocratique et républicaine, fier d'avoir fait campagne avec mes amis socialistes, par 2 fois aux élections européennes. Je suis fier de l'espoir que nous avons levé en 2024 et sur lequel nous devons ensemble bâtir la suite. Je sais ce que je dois aux militantes et aux militants du Parti socialiste, à ceux présents dans cette salle et à tous les autres ailleurs. Je sais ce que je leur dois et je sais aussi que nous n'avons pas encore écrit les plus belles pages de notre histoire commune et que celle qui vient sera la plus belle de toutes. Je sais aussi que ces pages-là, ces belles pages de conquête sociale, de conquête de nouveaux droits, ces belles pages, nous allons les écrire avec les militants écologistes. J'en suis sûr, cher Yannick, nous le ferons ensemble. Notre histoire commune, c'est l'histoire des socialistes, de ces socialistes qui, depuis le congrès de Tours avec Blum, ont affirmé que le socialisme était indissociable de la démocratie et que les conquêtes sociales se mariaient à la défense acharnée des libertés. C'est l'histoire des écologistes qui, à contre-courant des béats du productivisme, de l'extractivisme, du consumérisme, n'ont jamais rien lâché et ont transformé l'ADN de toute la gauche, dessinant l'horizon de transformation politique, sociale, économique le plus puissant de notre époque. C'est l'histoire de la gauche républicaine, celle des bâtisseurs de l'école laïque, celle des combats contre le racisme et l'antisémitisme, celle des luttes syndicales, celle des engagements associatifs, celle de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. C'est notre histoire à tous. Et elle est loin d'être finie, cette histoire. Nous allons continuer à l'écrire ensemble. Oui, chère Carole, chère Yannick, chère Hélène, chère Michael, chère Laurence, chère Nora, chère Éric, chère Aurore, chère Marisol, chère Sacha, chère Thomas, chère Lucette, chère Claire, chère Océane, je dois m'arrêter. Vous êtes tous les premiers et les pionniers. Merci d'être là. Merci d'y croire. Merci d'avoir envie. Et nous serons rejoints par d'autres, de plus en plus nombreux. Nous serons rejoints par ces millions de Françaises et de Français qui ne se résignent pas au déclin, au repli ou à la haine. Nous allons défier les pronostics, ramener la gauche au pouvoir et relever le drapeau de la République. Alors il nous reste 10 mois. 10 mois pour y arriver. 10 mois et pas une seconde à perdre. Et en quittant cette salle, je veux que vous vous sentiez toutes et tous investis d'une mission. Allez dialoguer, persuader, convaincre dans tous les quartiers, dans tous les villages. N'abandonnez pas 1 centimètre carré du territoire français. La flamme que je vois aujourd'hui dans vos yeux, juste là, la flamme que je vois dans vos yeux va embraser le pays, de part en part. Et souvenez-vous toujours que si la peur est contagieuse, l'espérance l'est aussi.
pas qu'il n'y a pas que la haine qui fait bouger les montagnes. Il y a aussi le désir, l'envie, la fraternité, l'espérance, la volonté de justice. Ne vous laissez jamais impressionner dans les semaines et dans les mois qui viennent par les vociférants et par les brutaux. N'oubliez jamais que la force ne se mesure pas aux décibels émis ou aux insultes proférées. La puissance dont nous avons tous besoin, n'a rien à voir avec la violence. Alors, soyez heureux, soyez fiers de ce que vous êtes, de votre histoire, de vos idées, de ce que vous portez, de ce que vous défendez. Vous défendez la France, vous défendez l'Europe, vous défendez la démocratie, vous défendez la solidarité, vous défendez la justice. Soyez fiers de cela et allez convaincre de proche en proche, de place en place. Vous pourrez toujours compter sur moi. Et moi, je sais que je peux compter sur vous. Nous lutterons ensemble, tous les jours, toutes les heures, sans relâche et sans répit. Oui, nous lutterons ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ma détermination est sans faille. Nous lutterons jusqu'au bout et nous gagnerons. Vive l'Europe! Vive l'écologie! Vive la démocratie! Vive la République! Et surtout vive! Allez, tous ensemble! Vive la France!